Bonjour à toi, cher spectateur, qui aura beau crier dans l'espace, qui ne sera entendu par personne, mais alors réellement personne. Et bienvenue donc dans le retour de la saga Alien, près de 7 ans tout de même après le dernier épisode, et triste épisode on peut le dire. Il se nomme Alien Romulus, réalisé par Fede Alvarez. L'histoire, nous sommes en 2142 sur la planète Jackson, une planète minière. Nous allons suivre Rain et son frère Andy. Je dis bien frère, mais quand vous verrez le film, vous comprendrez, qui sont en train de travailler sur cette planète et qui n'ont qu'une envie, c'est de rejoindre une colonie qui s'appelle Ivaga, qui est une colonie sur laquelle ils pourraient potentiellement vivre une vie heureuse, et surtout avec un soleil, puisqu'il n'y a pas de soleil sur Jackson. Et c'est là que Tyler, un très bon ami de Rain, arrive et lui propose un plan, aller piquer des caissons de cryogénisation sur un vaisseau qui est en orbite autour de Jackson, et se barrer sur Ivaga. Ce qui semble être un bon plan sur le papier, mais vous le verrez bien évidemment, il n'y a pas que le nom Alien dedans, il y a aussi un lien avec les xénomorphes. Pour en parler avec moi, et ben après Predator, c'était un peu logique en fait que tu viennes pour Alien, mon cher Guillaume. Ça c'est sûr. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah écoute, alors, Alien Covenant était mauvais, on va pas se mentir, et ça a beau avoir marché, moi j'imaginais mal un futur radieux en fait pour la saga Alien. En sachant qu'il y a eu plein de projets qui ont été développés suite à Alien Covenant. C'est-à-dire qu'au-delà d'un Alien Covenant 2, qui devait certainement être un titre provisoire développé par Ridley Scott, il y avait une série Alien également, qui est en cours de développement. Et je me suis dit, bah, après Alien Covenant, si c'est encore Ridley Scott qui est aux commandes, ça va pas donner grand-chose d'intéressant en fait, parce que Prometheus était bien sur le premier coup, et finalement, quand tu le remets en perspective, tu te rends compte qu'il est pas très très subtil comme film, et surtout qu'il prend la mythologie alien pour en faire n'importe quoi. Et Alien Covenant, bah... Voilà. Je comprends pas comment on a pu dire « Ouais, c'est bien Alien Covenant !» Non, ça n'est pas bien Alien Covenant, hein. Faut arrêter de prendre des chimères pour des réalités. Donc du coup, ce projet d'Alien Romulus, eh ben il est intrigué. Parce que le titre fait Ridley Scott, mais vu que c'est Fede Alvarez qui réalise le film, ça pouvait donner lieu à quelque chose de très intéressant. Sachant que Fede Alvarez, pour rappel, c'est Evil Dead, Don't Breathe et le dernier Massacre à la tronçonneuse sorti sur Netflix. Donc des choses très surprenantes, mais surtout des choses très gore, très violentes et très craspec. À partir de là, lui qui prend l'univers d'Alien, moi je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Contexte placé, mon cher Guillaume, qu'as-tu pensé de Alien Romulus? Je pense que je vais mettre des gens à dos dans les commentaires. Ça Voilà. m'étonnerait pas. Mais je suis content. Donc ça déjà, ça fait la deuxième vidéo qu'on reprend où je suis content. Parce qu'on était parti sur une C'est vrai pente qu'on était sur une descendante. pente bien descendante, Ouais. là c'est bien en remonte. C'est ça. Ah, tout va bien. Je sais pas ce que tu vas me proposer après, mais bon. Non, j'ai bien aimé en tant que fan de la saga, et après avoir vu cette bouse qui est Alien Covenant, j'étais surpris. Vraiment, ouais, je suis sorti de la salle avec. J'avais des attentes qui étaient particulières, j'avais peur justement, et non, je suis assez surpris et content. Je vais pas aller plus loin pour l'instant, mais je suis content. Et bah pareil que toi. Alors, je suis réservé quand même sur pas mal de points. Je vais pas vous vanter un film qui, pour certains, est parfait et pour d'autres est réellement novateur. En fait, la grande qualité qu'a Alien Romulus, c'est de comprendre l'univers alien, de comprendre ce que les spectateurs attendent d'un alien, et de livrer exactement ce qu'on attendrait d'un alien. Donc ça, déjà, c'est une proposition de base qui, je trouve, est bonne, parce que ça veut dire qu'il y a les bonnes intentions pour un bon film. Le problème, c'est qu'il y a plein de petits défauts. Si on veut raccorder ça à la timeline principale, certes, la temporalité fonctionne, mais il y a plein de détails sur lesquels on peut s'attarder, mais ça sera limite ridicule, qui font qu'on peut presque déconstruire en fait et se dire il y a encore des soucis, ce qui démontre bien que Alien, il va falloir arrêter de vouloir inclure ça dans une timeline et peut-être essayer de faire juste un film pour un film et prendre du recul par rapport à tout ce qu'il y a. Je sais pas comment, mais il y a un moment il va falloir se poser la question. Mais Alien Romulus est bon. Déjà, c'est bien à souligner, c'est un bon film, c'est un film qui a de la tension, c'est un film qui est prenant, c'est un film qui est beau, mais genre vraiment beau visuellement. C'est un film qui a plein d'idées, qui regorge de plein d'intentions de mise en scène qui sont réellement poussées dans des extrêmes qui, je trouve, sont ludiques, parce que c'est un film qui va chercher des références qui vont ailleurs que dans des peintures grecques ou des statues romaines, comme peut s'amuser à le faire Tonton Ridley, et que ça donne n'importe quoi. Donc, ça apporte une certaine nouveauté à l'univers, ça apporte le même type d'originalité que pouvaient apporter James Cameron, David Fincher ou Jean-Pierre Jeunet lorsqu'ils reprenaient chacun un volet de la saga.
Mais après, voilà, on va le développer. Il y a quand même quelques petits défauts, hein. Le film n'est pas exempt de moments où on se dit quand même, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Ah non, il a des défauts, effectivement. Euh, pour moi, dans la globalité, c'est quand même bien réussi. Et c'est plus vers la fin où je me suis dit, oh non, là, c'était bien. Tout le début, le milieu était bien. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre à la fin? Pendant quelques minutes, je me suis dit, non, là, c'est sûr, ils vont tout foirer. C'est tout ce qu'ils ont fait, ça va passer à la trappe. Et, alors, je suis mitigé. On a une fin avec quelque chose de nouveau, on va dire, qu'on n'a pas encore vu et qui, par contre, joue sur le côté horreur. Ouais, Et qui vraiment marche de vraiment l'horreur très pure, bien. ouais. Moi, j'ai vu les gens qui étaient assis à côté de moi et je les sentais, ils étaient pas bien. Et même moi, j'avais un peu les mains moites, Mhm. ce qui est rare. Et j'avoue que j'étais pas serein, mais c'est très glauque par contre. Pour moi, c'est un film qui va pencher sur le malaise, je sais pas, le glauquissime. Bah, le crade, Ouais, le le crade, le crade. malsain, C'est ça, ouais. Mais c'est ce qui fait la force de Fede Alvarez, c'est ce qui a toujours fait la force de Fede Alvarez. Dès Evil Dead, hein, et même dès ses courts-métrages, si jamais vous poussez le vice encore plus loin. C'est que Fede Alvarez, c'est quelqu'un qui aime pousser le gore dans un retranchement qui fait vraiment mal. C'est quelqu'un qui aime le glauque. Don't Breathe étant la parfaite représentation de ça, puisque je pense que la conclusion de Don't Breathe a retourné le cerveau et les tripes de pas mal de gens, tellement c'est vraiment dégueu. Donc je pense qu'il y a aussi cette intention-là de la part de Fede Alvarez de pousser la saga Alien dans un retranchement où ça n'est plus seulement de la tension et de l'horreur, mais où c'est de la tension, du malsain, du glauque et du crade. Il suffit de voir la manière avec laquelle il se sert des facehuggers. Ouais. C'est la première fois où je me dis vraiment, c'est dégueulasse en fait ce truc-là. C'est clair. pas juste une pondeuse, c'est vraiment crade. Hein. Ouais. Il y avait limite des Ah, c'est pas des allusions, hein. Ouais, Tu parles du moment où il y a le facehugger qui essaye de... Ouais. Ouais, non, c'est pas des allusions, moi c'est dégueulasse, c'est Ah ouais, non, immonde. Moi je c'est- me suis senti, mais... Ah, j'avais l'impression de... Oh, j'avais des... Oh, non, mais... Oh. Mais par contre, c'est super bien fait de ce point de vue-là, parce que du coup, ça apporte une nouvelle dimension horrifique qui manquait peut-être dans les autres aliens, parce que on avait voulu prendre de la distance par rapport à cette dimension-là. Cette dimension, justement, qui était voulue par H.R. Giger à la base, qui était que cet alien était une métaphore autour du viol et autour de la problématisation du sexe, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et Ouais, du coup, là, on retrouve cette essence-là, et c'est fait aussi au travers, on en parlera, avec de l'imagerie de Fede Alvarez, qui appuie beaucoup la dimension, voilà, très phallique de ce crâne surdimensionné de l'alien, qui, pour le coup, était conçu comme ça à la base par Giger. Après, là où j'étais plus mitigé, c'est peut-être le côté si tu n'as pas vu la saga. Enfin, tu es censé avoir vu la saga si tu viens voir ce film. Un peu, ouais. Parce que sinon, il y a plein de trucs que tu Ouais. bites pas. Hein. C'est ce que je reproche. Genre, Après, on en parlera dans la partie spoiler, Ouais, mais voilà. l'apparition d'un certain personnage, Ouais. si tu n'as pas vu le premier Alien, Ouais. tu comprends pas qui c'est, qu'est-ce qu'il fait là, Ouais. et pourquoi est-ce qu'on appuie autant sur sa présence. c'est ça. On ne sait pas qui c'est et c'est justement ce personnage qui va résumer un peu ce qui s'est passé avant. C'est En ça. tout cas, dans le premier Pour film. apporter une nouvelle dimension au long Ouais. métrage, ouais. Mais c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que si t'as pas vu cette saga, bah tu peux comprendre ce qui se passe évidemment, mais Il te manque des outils. ouais, il manque des trucs et tout est amené. Alors la première partie où tout est assez tranquille, il se passe rien enfin il se passe pas grand chose. On sait que de toute façon il va y avoir quelque chose, on va avoir des aliens, tout ça. Mais c'est amené d'une manière hyper logique. Genre on sait que s'il va y avoir ça, on sait qu'il va y avoir des facehuggers, on les voit super rapidement en fait. Le seul point que j'ai noté enfin le seul point, le point moi qui m'a plu, c'est on a retrouvé des mises en scène du Alien 1 où l'alien justement on le voit pas énormément. Ouais. Contrairement Ça, à c'est bien. Convenant, C'est une catastrophe. Oui, tu vois, c'est. on le voit carrément en plein jour, C'est ça. ils bavent partout. Ouais. Enfin, c'est... Et puis ce qui était cool, c'est que justement, vu qu'on n'était pas en pleine lumière, il n'y avait pas trop besoin d'effets spéciaux. Et moi j'ai aimé qu'on retrouve. Alors c'était pas un gars qui était dans un costume, c'est là j'ai vu des making-of où c'est vraiment, ils ont fait un robot alien quoi. Et ça, j'ai Et trouvé ça c'est hyper stylé, classe. c'est Ouais. stylé ça. Mais c'était une intention de base de Fede Alvarez, il Mm. avait dit qu'il voulait revenir à quelque chose de très practical, Ouais. vraiment quelque chose sur le plateau, et je trouve que ça se ressent et ça a de la Ouais, gueule, clairement. clairement. Je te propose qu'on passe à l'écriture. Let's go. Donc à la base, il y a donc les personnages développés par Walter Hill et Dan Gilbert, ensuite développés pour l'écran par Dan O'Bannon et Ronald Shusett, qui est donc ici écrit par Fede Alvarez et Rodolfo Sayagues, les deux comparses qui font
tout ensemble. Je veux dire, ils ont fait les Don't Breathe, ils ont fait Evil Dead, ils ont fait le Massacre à la tronçonneuse. Ils s'entendent comme cul et chemise, et même des fois, il y en a un qui file la mise en scène à l'autre. Ces deux-là ont l'air d'avoir un super duo. En fait, en termes d'écriture, on va d'abord essayer d'évoquer le truc sans spoiler, et rapidement, on passera à une partie spoiler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées, qui ont un rapport non seulement avec le premier Alien, mais avec la saga de manière globale. Dans un premier temps, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'ancrer ces personnages dans une condition qui, je trouve, est assez intéressante, parce que le film s'appelle Alien Romulus, et honnêtement je suis parti là-dessus, je me suis dit ouais, c'est comme Covenant, c'est-à-dire si t'as pas fait tes recherches, tu sais pas pourquoi il s'appelle comme ça et tu vois aucun truc à l'écran qui t'appuie là-dessus. L'avantage c'est que non seulement la station spatiale a deux laboratoires qui s'appellent Romulus et Remus, mais que si vous poussez un peu le vis, je pense que si vous avez fait un petit peu d'histoire, vous voyez de quoi je parlais, le mythe de Romulus et Remus raconte tout de même l'histoire de deux frères abandonnés par leurs parents et recueillis par une louve. Alors, j'irai pas jusqu'à pousser que la louve c'est l'alien parce que je pense pas que ce soit le cas. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ici d'un groupe de jeunes abandonnés par leurs parents parce qu'ils sont morts. Ils sont morts à cause de quoi? À cause de la Weyland. Et je trouve ça intéressant du coup parce que on a cette espèce de mère nourricière qui est la Weyland, que là on peut identifier à la louve. Et du coup, tout le film va être une espèce d'immense métaphore sur une jeunesse détruite par un système. Et j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que du coup, c'est vraiment une surface. Hein. Je ne vais pas vous dire que ça a une immense métaphore, mais ça permet d'avoir un certain contexte qui, je trouve, dans les premières 20-25 minutes, apporte une dimension dramatique qui est vraiment tragique en fait pour ces personnages. Et le fait de rejoindre Ivaga, c'est vraiment le seul espoir qui leur reste pour sortir de cette condition-là. Et j'ai trouvé ça très beau en fait. C'est très anecdotique, mais je trouvais ça très intelligent d'amener ça au tout début du film pour faire en sorte qu'on s'attache à ces héros et qu'on a envie de les voir avancer. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vu comme ça, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout fait. Ah, mais je t'avoue que moi, j'y ai réfléchi, hein, parce que sinon, honnêtement, je l'aurais pas vu comme ça. J'ai fait mes recherches. Mais je trouve ça du coup beau, parce que c'est vrai que c'est pas forcément une dimension qu'on a souvent vue dans la saga Alien, de montrer la jeunesse perdue dans ce système-là. C'est vrai que c'est bête, mais je crois sérieusement, sans rigoler, que les acteurs de l'époque qui ont joué le premier Alien, ils avaient quasiment le même âge que les acteurs qu'on voit dans le film là. Ouais. Ose me dire que t'as pas l'impression qu'ils ont 10-20 ans de plus dans le premier Alien, parce que physiquement, ils font beaucoup plus marqués. Donc voilà, ça me retourne le cerveau à chaque fois, mais je me dis, merde, ils avaient quasiment le même âge. Wow, c'est chelou. Mais voilà, c'est juste pour montrer à quel point, finalement, on n'a pas eu si souvent que ça la sensation que la jeunesse était explorée dans l'univers Alien. Et je trouve que le fait de la mettre de cette manière-là en perspective, ça permet d'avoir un affect pour le spectateur qui, du coup, est multiplié par la suite de l'avancée du récit, parce qu'on a l'impression qu'en fait, ce qu'ils vont faire, c'est des réactions d'adolescents. Ce qui justifie un petit peu ce que je vais ensuite évoquer comme étant un défaut dans la construction dramatique, mais en tout cas au début ça fonctionne. Je sais pas ce que tu en as pensé toi de ton côté, mais le fait de suivre des jeunes, moi j'ai trouvé ça très intelligent en fait. Ouais, puis pareil, là où je me suis dit, ils vont reprendre un personnage féminin comme personnage principal. Comme Ripley. Comme Ripley, exactement. Qui est quand même dans les 4 films quoi, de Ridley. Bah, même Prometheus et Covenant, les personnages principaux restaient des femmes. Ouais. Des femmes qui font un peu n'importe quoi ou qui sont des fois réduites à des personnages fonction, mais des femmes quand même. Ouais, c'est sûr. Et je me suis dit, j'aurais peut-être aimé que ça change. Ouais. Mais c'est Alien, donc si tu changes un peu le caractère principal, je pense qu'on perd quelque chose. Et puis de toute façon, les réactions entre hommes et femmes seront complètement différentes. Et peut-être que c'est pas plus mal qu'on voit une femme qui justement va prendre en maturité, parce que quand on la voit au tout début, c'est une petite jeune qui a un peu peur de tout. Qui pourtant assume des responsabilités envers son frère, Andy. Et je m'amuse à dire ça, mais vous comprendrez pourquoi quand vous serez dans la partie spoiler. J'ai pas envie de le révéler sinon. Mais c'est plutôt intelligemment fait, parce que c'est vrai que ça en fait une mère par d'écoulement, puisqu'elle a ce frère qui semble un petit peu handicapé, ou en tout cas limité, et qui du coup l'oblige à avoir des responsabilités qu'elle n'aurait pas forcément aimé avoir de base, parce qu'on sent que lorsqu'on lui annonce qu'elle va devoir encore travailler pendant 20 ans sur la planète, elle se décompose, elle sait pas quoi faire, elle sait qu'elle peut pas se rebeller. Enfin, c'est plutôt bien fait cette partie là, parce que vraiment ces 30 premières minutes je les ai trouvées très impactantes, parce que elles savent comment générer de l'émotion et surtout comment jouer avec des personnages qui pourraient sembler clichés mais qui deviennent au contraire des archétypes un petit peu nouveaux au sein de l'univers. Et ça c'est vraiment la grande prouesse je trouve de Alvarez et de Sayagas, qui arrivent vraiment à amener quelque chose de différent en fait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans la saga. Ouais, et quand on parlait justement de la mythologie Romulus et Remus, ce qui est toujours sympa dans Alien, bah, c'est que c'est grâce aux humains que les aliens prennent vie, et eux ils se font même pas abandonner, ils veulent carrément dézinguer leur hôte quoi. C'est ça complètement.
Bon, je te propose qu'on saute tout de suite dans la partie spoiler Ouais. parce qu'on a quand même plein de trucs à évoquer et ça serait dommage de louper ça. Le petit timecode apparaît juste là. Parce que concrètement, on peut pas évoquer le film sans évoquer tout ce qui déroule par la suite et tout ce qui a de l'ampleur. Parce que déjà, premier point, Andy, je dis frère, en fait c'est un androïde. Enfin, personne artificielle. J'ai bien aimé Ouais. cette petite référence à Aliens d'ailleurs. Ouais. Euh, Il y en a trop d'ailleurs. Il y en a trop, mais ça c'est un autre point qu'on évoquera, mais ouais, clairement c'est un film qui a tendance à un petit peu trop auto-citer sa propre saga. Donc déjà, il y a Andy qui apparaît. Ensuite, nous avons donc l'apparition de l'alien qui est rajoutée par la présence de Rook, qui est en fait le même type de personnage que l'on avait dans le premier Alien. Qui est H. Exactement, c'est H, mais enfin c'est la génération de H en fait, qui amène du coup cette dimension nostalgique. Alors, on pourra en parler des heures. J'ai un peu du mal avec le fait que Ian Holm soit décédé il y a 4 ans et qu'on le fasse ressusciter comme ça. Ouais. Mais il y avait ce même défaut dans Rogue One. Et il y avait ce Oui. même défaut dans plein de films. Et je pense qu'il y a vraiment une question à se poser parce que certes c'est stylé, rien n'empêche de faire comme Dr. Sleep et de prendre d'autres acteurs et de donner une nouvelle dimension à ça. Parce que c'est un peu glauque. Bon bref, ça c'est un point de détail. Mais donc il y a cette partie-là qui apparaît, et puis ensuite donc il y a toute cette dimension dramatique qui se met en place, où en gros les personnages doivent seulement se barrer de cette station, et non plus essayer de récupérer les conteneurs de cryogénisation, parce que clairement c'est le cadet de leur souci, vu ce qu'il y a l'air de se planquer là-dedans, puisque ça a l'air d'être une belle petite ruche en fait, cette station spatiale. Ce qui est très bien fait du coup, parce que du coup ça amène une tension en très peu de temps. Enfin, le film est vraiment structuré de cette manière-là. Exposition, début de tension, Ouais, c'est et clair. d'un seul coup ça part. Et c'est hyper bien foutu parce que ça amène une tension qui ne retombe quasiment jamais. Ouais. Juste à la fin. Et à la toute fin. Sinon c'est très bien structuré en termes de tension, ça fonctionne super bien. Le seul souci qu'on peut dire là-dessus, et je sais pas ce que t'en as pensé, c'est que je trouve que les personnages n'ont pas forcément des réactions très cohérentes. La plupart du temps. Alors moi, J'ai notamment un problème avec Bjorn. Donc le cousin de Ouais. Tyler. Mhm. Qui a une réaction qui, si on le lit à Romulus et Rémus, et que vu qu'ils sont cousins, tu peux lier un côté fraternel et te dire qu'il y a un cousin qui veut buter l'autre, et donc dans ce cas-là, il y a le lien qui est fait entre Romulus et Rémus, why not? Et j'ai beau essayer de me dire en justifiant que c'est des ados, ou en tout cas des jeunes adultes, et que potentiellement ils ont des réactions très spontanées parce que les émotions sont à fleur de peau, et je trouve par moments quand même que ça fait un peu Deus Ex de la mort qui tue, quoi. C'est vraiment juste pour faire progresser la dramaturgie, et certes ça amène une tension, mais je trouve que du coup ça fait un peu cascade de maladresses qui font des catastrophes, qui font que c'est n'importe quoi. Typiquement Bjorn qui se retrouve à vouloir se barrer avec sa copine qui a été infectée. ouais. Le fait qu'ensuite ça déclenche le moteur qui fait qu'on se rapproche plus vite du cercle de météorites qui entoure la planète Jackson, et que du coup il y a une minuterie qui se lance. Je sais pas, je trouve que ça fait trop téléphoné ou trop facile, je sais pas. Trop facile, ouais. Ouais, je sais pas, je me suis posé la question tout du long du film, j'avais la sensation qu'il y avait plein de petits trucs comme ça, ou en tout cas plein de moments où en fait ce qui faisait progresser la dramaturgie, c'était juste des Deus Ex qui apparaissaient juste pour relancer la dramaturgie. Et Ouais. pas que c'était des trucs spontanés qui arrivaient au héros. C'est le seul truc qui m'a vraiment dérangé dans la manière avec laquelle le scénario est structuré, c'est que ça fait un peu... ça fait un peu... Il se passe l'histoire, et au milieu, il y a comme un mec qui arriverait et qui dirait « Oh merde, faut que ça avance l'histoire !» et qui rajoute un truc, et hop, ça redéclenche un moment dans la Ah oui, dramaturgie. d'accord. Ouais, Et tu vois, ça me je veux gêne dire. un peu parce que tu as cette sensation qu'il y a quelqu'un qui automatise le scénario Ouais. et qui le pousse à aller dans une direction. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que peut-être à la base c'était eux qui s'occupaient de la série Alien et qui du coup on leur a dit compenser, faites ça juste sur un film, je sais pas, je me pose vraiment la question, mais j'ai vraiment eu cette impression de couper, et de forcer. Moi, ce qui m'a plus dérangé, mais ça c'est vraiment un détail, c'est justement la timeline au moment où ils font dériver leur navette. On passe de 36 heures, sinon il y a une collision sur les anneaux, je sais plus comment on appelle ça. De Jackson, enfin Ouais, c'est les anneaux spatiaux, Oui. enfin quelque chose comme ça. Et ils passent de 36 heures à 47 minutes. Oui, c'est ça. Déjà, je suis dit... Et là, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, ils ont peut-être voulu faire avancer les choses pour nous mettre en pression. Seul point intéressant que ça fait, c'est que le film est en temps réel. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ah bah, tu vois, moi, c'est ce que j'allais dire l'inverse. Et ben moi, j'ai bien aimé justement que d'un seul coup, on se dise le film est en temps réel. Ah oui, tu veux dire que... Ah oui, vraiment que on est en temps réel, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'écran, c'est tu pourrais mettre un chrono, les 47 minutes, il y a vraiment les 47 minutes. C'est ça, alors, ça marche bien dans ce sens-là, mais là où ça marche pas, c'est qu'on saute des passages. Par exemple, les moments où ils prennent l'ascenseur et tout,
forcément on ne nous montre pas tout le trajet. Oui, bah Et oui. c'est là où je trouve tout ce qui se passe pendant cette partie où on passe de 36 heures à 47 minutes, pour moi, tout ce qu'ils font, ça ne passe pas en 47 minutes. Ah C'est ouais, je vois ce que tu impossible. veux dire. Ouais. Pour moi, il y a au moins 5 heures Avec qui cette se sensation découlent. que d'un point de vue factuel, le temps soit réel, Ouais. mais que d'un point de vue contextuel, Mm. il manque en fait des transitions qui donnent cette impression que finalement Ouais. ils ne peuvent pas agir comme ça C'est en ça. 47 J'aurais minutes. préféré qu'ils disent il vous reste 3 ou 4 heures. Ouais. Ok. Je pense ça pour moi ça aurait été beaucoup plus logique. Là je mets 47 minutes, ouais, ok. Et C'est vrai que ça leur fait ça beaucoup de découle. choses à faire. Ils font tellement de choses, il se passe enfin vraiment. Donc ça m'a un peu plus dérangé. Enfin voilà, après justement ce côté il faut sortir absolument s'évader de la navette et tout, ça m'a fait penser à Alien Isolation, le Oui, jeu bah oui. vidéo Forcément. que j'ai saigné au moins 5 fois. J'ai trouvé ça très cool. J'ai adoré le décor, mais ça on en parlera plus dans la mise en scène je pense. Ouais. Mais je sais plus sur quoi je voulais dériver, mais oui, moi ce que j'aurais plus apprécié, parce que pour moi les personnages sont pas très attachants, à part Rain et Andy. Ouais. Les autres, bon bah on est dans la partie spoil, tout le monde meurt, ça m'a rien fait du tout. Je me suis pas dit, mince ils sont morts, j'aurais bien aimé qu'ils vivent, qu'ils s'en sortent. Ouais, t'as l'impression vraiment que c'est juste des fonctions pour Ouais. crever au fur et à C'est mesure ça, du film. voilà. Ouais. Ouais. Ce que j'aurais apprécié, c'est que quand on voit Andy au début, c'est c'est un androïde un peu handicapé, qui est un peu stressé. Lui, il est attachant. Et quand je l'ai vu au début, je me suis dit, ah lui, c'est sûr, ils vont le faire crever. Et ça va être hyper dramatique. Il va y avoir une scène, reste en vie, Andy, je t'aime, tu vois. Et le caractère change carrément de rôle pendant le film. Oui, ça c'est une idée intéressante par contre. Ça, par contre, ouais, ça, tu vois, je m'y attendais pas. Je fais, ok, sympa. Mais pour jouer sur le côté dramatique, je pense que j'aurais aimé que ce soit Andy qui meurt. Ok. Ah, je comprends. En termes de mise en scène, déjà c'est bon de souligner qu'on a une esthétique très différente de ce qui a été développé dernièrement sur la saga Alien par Ridley Scott. C'est-à-dire que c'est fini les tons monochromes et hyper froids et stériles. Nous avons un film chaleureux, avec beaucoup de couleurs et une imagerie très variée. Et déjà, c'est un point à souligner. Parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir une autre manière d'aborder l'univers, comme pouvait le faire, je recite, mais James Cameron, David Fincher et Jean-Pierre Jeunet. Chacun à leur manière, ils avaient apporté une esthétique et un regard sur la saga qui appuyait ou des couleurs, ou un travail des dimensions, ou un jeu avec les personnages. Et ça fait plaisir en fait de voir que lorsque l'on confie cette saga-là à des auteurs qui ont des idées et qui ont des intentions de mise en scène et de conception qui sont différentes, et ben ça se voit à l'écran. Et je pense que c'est bête, mais c'est ça en fait qu'il devrait retenir Ridley Scott. Sa saga en fait, elle n'a pas besoin d'être constamment dirigée par lui et emmenée uniquement par sa vision qui est complètement biaisée parce qu'il est persuadé d'en être l'instigateur, alors que pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur s'en empare. Et Fede Alvarez, je trouve, il s'en est très bien emparé parce que il amène un truc, comme je te l'évoquais en dehors et comme tu as déjà commencé à citer, mais il amène un élément qui je trouve est super intéressant, le jeu vidéo. Il amène du jeu vidéo dans Alien Romulus. C'est-à-dire que, tu l'as cité, il amène Alien Isolation, mais selon moi, il amène aussi du Dead Space. Jusque dans certains éléments visuels, dont dans le climax, que je ne vous spoilerai pas bien évidemment, mais il y a vraiment un truc où je me suis dit, oh la vache, toi t'as kiffé les 3 Dead Space. Tu as vraiment beaucoup aimé. Si tu avais pu avoir un pistolet laser, tu l'aurais mis dans le film. Ouais, Tu l'aurais mis dans le film. Et du coup, ça amène un vrai cachet. Ça amène une vraie ambiance, ça amène un vrai travail des lumières. Enfin, j'avoue que lorsque j'avais vu les premières images, la première chose que je me suis dit, c'est... Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les vaisseaux filmés comme ça. Ah ouais. J'ai vraiment l'impression de voir le premier Alien, mais filmé de manière moderne. C'est ça. C'est-à-dire vraiment de voir un vaisseau avec des lumières qui font réaliste, avec une ambiance où j'ai pas la sensation qu'il y a un projo planqué quelque part qui va bien surexposer les persos. J'avais vraiment cette sensation que le décor en lui-même était assez vivant pour qu'au milieu, il n'y a rien besoin de rajouter pour que les personnages prennent vie. Ah non, c'est clair. Moi, le décor, justement, je pense que c'est la chose que j'attendais le plus. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça y est, on retourne aux sources. Ça fait plaisir. Et comme tu l'as bien dit, c'est filmé avec vraiment du moderne, quoi. Ce qui marchait dans le premier, c'est justement ce décor hyper sombre, hyper froid, où tu sais que tu es dans un vaisseau spatial, et même si on met pas d'alien, déjà c'est flippant. Mais c'est très industriel en plus, il y Ouais, a ce côté c'est très ça. industriel à l'ancienne, enfin ce mix en fait de moderne et de vieux, enfin c'était ça en fait qui marchait, et c'était ça qui faisait que ça ne fonctionnait plus en fait dans Prometheus et dans Covenant, c'était qu'on voyait trop la modernité, et plus ce côté un peu râpeux, rugueux, cette sensation qu'il y a des câbles qui traînent partout, mais que pour autant c'est rangé, c'est cohérent, enfin c'est ça en fait qui fait que ça marche l'univers Alien, c'est cette cohérence
dans une forme de bazar industriel qui du coup donne ce côté un petit peu tétanisant et claustrophobique en fait. C'est-à-dire que ça a beau être des couloirs hyper larges, on a l'impression d'être enfermé et d'être bloqué. Ouais, c'est clair. Et justement, ce côté très industriel du vaisseau, ça marche, c'est tellement en cohérence avec l'alien qui lui-même est... Ça veut rien dire, mais il est industriel lui-même. Oui, un peu, Sa oui. peau, c'est des espèces de câbles hyper bizarres. Et c'est ce qui marchait dans le 1. On pouvait le confondre avec le vaisseau. Et c'est ce côté, ouais... tu sais, enfin, dans le premier, tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas si c'est un alien, un robot. Et bon, voilà, ceux qui n'ont pas vu la saga, bah, du coup, ça peut... Ça peut jouer parce Ça que peut pour jouer, le coup, ouais. Fede Alvarez aussi, il joue très bien avec la non-apparition de l'alien. Ouais, La ouais. présence en fond, le fait qu'on le sente, qu'on le voit, mais qu'on n'arrive pas à distinguer sa forme. Et il y a très peu de moments finalement où Alvarez, il choisit de le filmer en plein pied, son xénomorphe. Il y a 2-3 moments où certes il le montre parce qu'il faut quand même l'iconiser, je veux dire c'est le xénomorphe, mais ce qui l'intéresse en fait c'est plus de dire, comme le faisait Ridley Scott dans le premier, et comme faisait Steven Spielberg dans Les Dents de la Mer, si tu ne le montres pas beaucoup, tu as encore plus peur. Mais c'est ça. Parce que tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Bon, si tu connais la saga, tu sais ce que c'est, et dans ce cas-là, ce qui t'intéresse, c'est de le voir apparaître. Mais si, imaginons, tu as un petit nouveau, tu débarques, tu te dis, je vais aller voir Alien Romulus. Oh, j'ai pas vu la saga. Tu vas pas comprendre certains détails, mais l'avantage, c'est que les apparitions de l'alien, elles vont vraiment être flippantes. Et elles vont vraiment fonctionner. Parce que du coup, tu ne sais pas ce qui est dans l'ombre. Ah non, c'est totalement ça. Et ça fonctionne super Ah bien. ouais, mais tellement. Puis moi, j'ai kiffé le voir au cinéma parce que juste le son aussi, là. Il n'y a pas énormément de musique, mais le son design, pour moi, il est Ah bah, totalement de toute façon, réussi. moi, c'était la chose que j'attendais le plus. Parce que Don't Brief fonctionnait à fond sur le son. Evil Dead un petit peu, mais dans un autre registre. Mais Don't Brief, toute l'essence même du film était de travailler le son et de faire en sorte que les bruits aient un impact. Et ici, dès le premier plan, je me suis dit, toi je t'aime bien. Ouais. Le premier plan, c'est un plan à la Alien, c'est-à-dire c'est sur un vaisseau, et on va se rapprocher d'une petite fenêtre, et on va voir juste un petit bouton d'alerte. Ouais. Et je me suis dit, si le son il est travaillé comme ça tout du long du film, ça va être très très bien. Et il y a plein de petits trucs comme ça. La première apparition de Rain, ça se fait dans un rêve, travail du son, il n'y a rien, et d'un seul coup, tout doucement, il y a des petites bribes de son qui nous ramènent à la réalité. Et tout le long du film, il y a plein de trucs comme ça. Il y a un travail autour du design sonore. Forcément, il ne pouvait pas s'en empêcher. Il y a une séquence en silence, c'est-à-dire que les persos doivent progresser dans une pièce et ils ne doivent pas faire de bruit. Et ben voilà, il fallait forcément en faire une, il l'a faite. Ça fonctionne hyper bien et c'est vraiment, enfin c'est génial. Et après, par contre, le seul petit défaut qu'on peut mettre en perspective sans trop spoiler, c'est que Fede Alvarez veut vraiment rendre hommage à la saga Alien de manière globale. Et que peut-être par moment, il inclut des éléments pour le clin d'œil, plus réellement que pour l'avancée de la dramaturgie. C'est-à-dire des plans, des manières d'habiller des persos, des répliques, des situations, des personnages. Sans spoiler, mais vous le verrez dans la partie spoiler si jamais vous avez vu le film, mais il y a un personnage qui est carrément ramené parce qu'il faut absolument convoquer une partie de la saga. C'est pas très subtil, c'est pas très élégant. Après, ça reste intéressant parce que ça amène de la dimension en fait au film. Ça amène un cadre. Si t'as pas vu la saga, par contre, t'es un peu paumé. Ouais, bah oui. Mais voilà, ça amène un truc. On est dans du fanservice. On est un peu dans du fanservice par moment, ouais. Mais ça fait plaisir. Et puis c'est pas grossier, c'est pas du fanservice genre constamment ça vient de Aliens, ça vient de Alien 3, ça vient de Alien 4. C'est plus, on sait que c'est là, on se doute que c'est là par rapport au fait qu'il faut amener quelque chose. Enfin, encore une fois, je ressors, mais la phrase je préfère le terme de personne artificielle qui vient clairement de Aliens, c'est plutôt bien amené en fait dans le film parce que on rebalance la réplique je fais pas confiance à un androïde, je préfère le terme de personne artificielle. C'est bien amené et ça amène de la cohérence par rapport à ce que les cinéastes veulent convoquer, c'est-à-dire faire en sorte que ça s'inclue dans une timeline, qu'on sache que c'est dans une timeline, mais encore une fois, si tu n'as pas vu les autres aliens, t'es pas perdu. T'es pas trop perdu en tout cas. Il y a des moments où tu te demandes ce qui se passe, mais t'es pas trop perdu. Tu te dis au pire, il faudra que je regarde Alien, peut-être Aliens pour avoir de la cohérence, mais c'est tout. Moi, j'ai discuté avec des gens hier, tu vois, qui ont vu le film en même temps que moi, et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient et tout. Ils avaient vu aucun Alien. Donc moi déjà, je les engueule. Parce que je me suis dit, pourquoi t'as pas regardé les autres aliens? Ah, tu sais pas regarder! Bah ouais, regarde le 1 au moins. Même le 2. Et ils ont compris, tu vois. Et par contre, ils ont flippé eux. Ouais. Donc tu vois, là, ça marche. Ouais, non mais oui, clairement. Mais Après, encore une j'ai fois, flippé, moi aussi. ouais, on a beau avoir vu les aliens, et moi j'ai beau aimer le cinéma d'épouvante, il y a quand même des moments où j'étais un peu crispé dans mon Les fauteuil. screamers, ils marchent, tu vois. Ouais, les screamers, ils marchent bien. Et ils ont de l'efficacité. Ah oui, complètement. Clairement. Je te propose qu'on passe au casting.
Yes. fait uniquement de jeunes acteurs, tous très talentueux, je dois le dire. Déjà, donc, on peut citer Aileen Wu qui joue donc Navarro, Spike Fearn qui joue Bjorn, Isabella Merced qui joue Kay, ainsi que Archie Renault qui joue Tyler. Et ces quatre-là, je les ai trouvés bien. C'est pas forcément des personnages très charismatiques, on va pas se mentir. Ce que je disais, ils sont pas attachants. Ils ont des archétypes. En fait, ils m'ont beaucoup fait penser à une très fine partie en fait des personnages qu'il y avait dans le premier Alien. C'est-à-dire qu'en soi, tu t'y attaches pas forcément, mais ils dégagent une figure d'autorité qui, je trouve, est assez forte. Ouais. Et genre le capitaine, tu vois, par exemple, typiquement, c'est pas un personnage pour lequel j'ai eu de l'empathie, en tout cas au début. Après, tu as de l'empathie par le biais de Ripley. Ouais. Mais le capitaine, c'est quelqu'un qui a plus une figure d'autorité dans le premier Alien, et j'avoue que je le trouve plus charismatique que réellement émotionnellement impactant. Et pour le coup, ils m'ont beaucoup fait penser à ce type de personnage. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'émotion pure, mais tu es dans... Je le trouve charismatique. Bjorn, par exemple, est typiquement dans cet exemple-là. Je trouve que Spike Fearn est pas très impressionnant, ou en tout cas t'es pas impacté par lui, mais il dégage quelque chose, l'acteur. Il a quelque chose de charismatique, et je trouve que ça fonctionne. Mais c'est pareil avec Isabella Merced. Isabella Merced, en soi, elle est touchante parce que son personnage est amené d'une certaine manière au fur et à mesure que le récit avance pour que tu aies de l'impact. Mais sinon, si t'enlèves l'élément principal qui en fait un personnage émotionnellement touchant, bah il n'y a pas forcément de truc creusé autour de l'héroïne, quoi. Archie Renault dans le rôle de Tyler ressort peut-être un petit peu plus parce qu'il a un lien avec Rain qui fait que forcément tu le retiens un peu plus. Je dois avouer que moi perso, mon petit coup de cœur, c'est David Johnson dans le rôle de Andy. Ouais, j'ai adoré. Mais je trouve que il a une manière, bon, on spoil plus, mais il a une manière d'interpréter le personnage qui a une véritable évolution et qui est hyper bien foutue. Et pour le coup, je trouve que il arrive très bien à faire le lien avec Ash dans le premier Alien. Je trouve vraiment qu'il y a cette manière de construire le héros, d'en faire un personnage qui potentiellement peut vriller d'une seconde à l'autre. Enfin, c'est hyper bien structuré et je trouve que c'est très touchant. Il y a vraiment des moments où j'étais en train de me dire ce personnage fonctionne extrêmement bien et David Johnson l'interprète avec une justesse que j'avais pas vue depuis longtemps chez un jeune acteur américain. Ah non, c'est clair. Bah voilà, c'est ce que je disais dans la partie spoil, j'aurais aimé une autre situation, une autre manière d'aborder le personnage. Mais il est super attachant, il joue franchement très très bien. Moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Ah non, pareil. C'est hyper... Je le trouve génial. Moi personnellement, c'est gros coup de cœur pour lui, je trouve qu'il ressort vraiment. Parce que Kaylee Spaeny, qui joue donc Rain, elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle s'empare vraiment bien de l'héroïne. Mais j'avoue que je sais pas, j'ai été moins transcendé que David Johnson pour le coup. Mais je la trouve quand même très très bien. Hein. Elle porte vraiment le métrage quand même sur ses épaules. Elle fait le taf et je pense que ce que j'ai apprécié, c'est qu'on n'en fait pas un caractère qui, au fur et à mesure du temps, elle va devenir une grosse guerrière, elle va avoir peur de rien. Là, tout le long du film... L'objectif n'est pas d'en faire une replay. Hein. Voilà, c'est ça. Je pense que ça fait du bien aussi, c'est quelque chose de peut-être nouveau aussi. Justement, du début à la fin, on n'a pas l'impression que sa maturité... en prend un coup. Ouais, c'est ça. Elle reste une gamine vraiment du début à la fin. Ça. Et donc ça aussi j'ai aimé. Et moi ce qui m'a mis en tension c'est que bon Andy on doit pas dire que enfin on dit que c'est que son frère. Ouais. Mais disons que ah non du coup je peux pas trop en dire sur Andy mais ça logiquement ça doit être un personnage qui rassure le spectateur parce que tu te dis voilà on sait telle chose. Et là, on se dit, putain, lui aussi, il est pas rassuré, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très bien fait, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce que construire une séquence-là sur cette idée que le personnage devrait être un élément rassurant, mais en fait, il ne peut plus l'être parce qu'on a atteint un certain stade, c'est hyper bien foutu, parce que, enfin, cette scène-là en question, je vois de laquelle tu veux parler, elle est vraiment hyper bien conçue. Et elle montre aussi à quel point le jeu des acteurs peut avoir un impact en fait sur la mise en scène du réalisateur, parce qu'en plus toute cette scène là c'est vraiment structuré comme un immense climax de jeu vidéo pur et dur, et c'est hyper bien foutu. Et je trouve que Kaylee Spaeny arrive vraiment bien à ce moment là à livrer ce qu'il faut d'interprétation pour faire en sorte que tu sois impacté et que tu te sentes embarqué par cette scène là qui fonctionne hyper bien. Mais de toute façon c'est l'année de Kaylee Spaeny parce qu'elle a commencé avec Priscilla, elle a continué avec Civil War, là elle conclut avec Alien Romulus. Elle aura fait tous les types de films, le film intimiste, le blockbuster d'auteur et le gros blockbuster. Pour moi, c'est la révélation de l'année, Kaylee Spaeny, clairement. Elle s'impose comme l'une des grandes actrices qu'il faudra suivre pendant les prochaines années dans le cinéma américain. Ça, c'est indéniable. Ouais, super. Et aussi, moi, j'avais peur, justement, quand j'ai vu la bande-annonce, qu'ils en fassent un véritable Alien Isolation en mettant le personnage de Rain comme la fille de Ripley. J'avais un petit peu peur qu'ils fassent ça. Heureusement non. Voilà, c'est ça. Heureusement non. Ça aurait été dommage de faire un lien bizarre, d'autant plus que
techniquement, oui, Ripley a une fille, si j'ai bonne mémoire. Ouais, ah ouais, là, une fille. Mais ouais, non, ça aurait été bizarre de faire Amanda. le lien comme ça. Ouais, Amanda Ripley. ça aurait été bizarre de faire le lien comme ça. Ils l'ont pas fait. Oh là là. Ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Alien Romulus, mon cher Guillaume? J'en retiens que je vais l'acheter en Blu-ray 4K collector. C'est noté, c'est noté, c'est signé. Ça, c'est sûr, il est dans la liste. Non, franchement, j'ai pas perdu de temps, tu vois, à aller le voir. Très content. J'ai déjà envie d'aller le remater. Avec un casque cette fois. Pour vraiment apprécier le son du début à la fin. Mais non, pour moi, c'est un film qui fonctionne, qui est divertissant, qui joue sur le côté horreur et qui nous met en tension du début à la fin. Juste pour ça, j'ai eu du mal à le classer dans un film. Est-ce que c'est un film d'épouvante? Est-ce que c'est un film de science-fiction? Et pour moi, c'est clairement un mélange des deux qui fonctionne très bien. Donc, content. Bon, bah, tant mieux. Ce sera le mot de la vidéo, content. Content. Je suis content. Quand je suis content, je vomis. Ouais, c'est ça. Et là, je suis très content. Non, bah, j'en retiendrai un vraiment bon film, mais pas un objet parfait. C'est un film qui est bourré de petites maladresses, qui prouve de manière définitive que cette saga a des problèmes, mais qu'entre les mains d'un bon auteur, elle peut réussir à donner lieu à quelque chose de vraiment surprenant et d'intéressant. Donc, Alien Romulus est un bon film, mais dans la saga Alien, ça prouve de manière définitive qu'il va falloir faire quelque chose avec celle-ci pour la rebooter ou la relancer, parce que d'un point de vue chronologique, je pense qu'on peut se poser énormément de questions quant à la cohérence de ce film au milieu de tout ça. D'un point de vue factuel en tant que film, il est hyper bien foutu, il a de la tension, il est prenant, il est intense, il est bien fait, il est très bien joué, et il y a une vraie esthétique qui change un petit peu de ce qu'on a vu avant. Pour autant, Alien Romulus de Fede Alvarez reste un film Alien, donc au sein de la saga, il est un peu étrange. En tant que film, allez le voir. Vraiment, vous avez passé un bon moment, et si vous n'avez jamais vu la saga Alien, pour le coup, c'est un bon moyen, c'est une bonne incursion en fait dans l'univers. Parce que derrière, vous allez découvrir plein de choses, vous allez découvrir une vraie richesse. Vous allez aussi découvrir des trucs faits par un réalisateur mégalomane qui veut faire un peu n'importe quoi avec son univers, mais qui comprend que lorsqu'il est que producteur, eh ben, il laisse la main à des auteurs qui ont envie d'en faire quelque chose d'intéressant. Coucou tonton Ridley. Hein, arrête, merci. Merci mon cher Guillaume. Et merci à toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, mais peut-être un jour. Bah, Qui sait? Inch'Allah. 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 Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Et par pitié, les gens morts, laissez-les morts. Arrêtez de les ressusciter. Ça ne sert à rien et c'est limite glauque. Parce qu'honnêtement, quand vous allez voir le personnage dont je veux parler, vous allez vous demander s'il n'y a pas un truc chelou qui se passe devant vos yeux. Clairement. Ne la touche pas.